Ben, bonjour tout le monde, bienvenue à une petite vidéo. J'avais le goût de vous présenter les nouveautés de ChatGPT 5.2. Je fais pas souvent ça, des vidéos qui présentent des nouvelles versions, mais honnêtement, pour avoir travaillé beaucoup avec la version 5.2, je sais que ça fait une semaine qui est sortie, mais j'ai travaillé beaucoup avec. Je peux vous dire que j'ai vu des changements. Puis là, en grattant un peu, je me suis rendu compte définitivement qu'il y avait un changement de paradigme. Donc, ce que je veux faire, c'est de vous présenter les nouveautés. Dans la présentation, il y a des sources. Dans le fond, il y a l'article qui introduit GPT 5.2 et aussi l'article qui donne une espèce de livre de recettes du prompting avec 5.2, donc des changements à partir de la version 5.1. On se lance. Donc, pour une petite introduction vue d'ensemble, OK, la version 5.2, c'est un modèle orienté agent et production. Bon, peut-être un petit peu moins grand public, mais on voit qu'ils ont voulu aller un petit peu plus dans le domaine, on pourrait dire, affaires ou professionnel. OK? Ce qu'ils veulent, c'est de la fiabilité et de la discipline. Moins d'hallucinations, puis cadrer plus avec ce que les gens veulent avoir concrètement. Eux, ça va leur permettre d'économiser des tokens parce que des fois, ChatGPT avait tendance à rajouter beaucoup de trucs et à divaguer. Eux, ça leur coûte de l'argent, là. Donc, plus qui est précis, plus qui est fiable, mieux que c'est parce que les gens ne vont pas avoir à réécrire un prompt. C'est comme si, quand on faisait une recherche Google, le premier résultat n'était pas toujours le bon, on était obligé de faire la page suivante. Ça ne paraît pas, mais ça a des coûts pour Google, ça. Donc, ils ont voulu restreindre ça. C'est une bonne chose. Donc, il devient excellent quand le prompt est encadré. Ça, je vais tout vous expliquer ça dans la présentation, mais c'est super important. Exemple, si vous faites une demande vague, vous allez avoir une réponse variable. Peu importe c'est qui fait le prompt, vous allez avoir des réponses un peu aléatoires. Tandis que si vous avez des demandes cadrées, ben, bien cadrées avec un prompt complet, puis que je vous le partagerai, ben, on aurait sensiblement la même réponse. C'est ça, je trouve ça intéressant. Bon. L'idée centrale derrière ça, OK, c'est qu'il suit exactement les balises données, sans extrapoler, sans inventer. Un petit exemple de ça. Explique-moi le DHCP. Le DHCP, c'est un concept en réseautique. Si on demande ça, versus explique le DHCP avec 5 puces plus un exemple IP, vous allez voir, l'exemple va être beaucoup plus défini. Donc, ça fait en sorte qu'on a mieux cadré la demande. Je sais que là, ça peut avoir de l'air, mais souvent, quand on demande des choses à ChatGPT, on y va dans le cours. Là, il va falloir qu'on change ça un petit peu, qu'on soit un petit peu plus structuré. Donc, pour contrôler la longueur et la forme, ça, c'est un des trucs qui est important aussi. Lui, il va le faire de base. Okay? Il va essayer d'être le plus court possible, moins verbeux, ça, tant mieux. Mais nous, on peut quand même spécifier certaines choses. Donc, toujours imposer des limites claires. Si on va avoir un texte de 500 mots ou si on va avoir un texte de 200 mots, dites-lui. Okay? Exemple, 5 plus max, un exemple concret, aucun paragraphe long. Là, pour être franc avec vous, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris l'article, le guide de prompting de ChatGPT 5.2 et j'ai appliqué ce que j'ai appris pour faire cette présentation-là. Donc, vous voyez, là, j'ai demandé, dans le fond, fais-moi un résumé de l'article, puis dépasse pas les 5 plus max, un exemple concret, aucun paragraphe long, pour faire la présentation. Et il m'a fait la présentation. Là. La présentation que je vous présente, oui, je l'ai adaptée, oui, j'ai travaillé un petit peu, mais elle est toute prise directement des contenus. Donc, j'ai monté rapidement la présentation, là, je vous dirais, puis en prendre le temps de lire le texte aussi, là, en peut-être une demi-heure. Chose qui m'aurait pris peut-être 2-3 heures par le passé. J'ai beaucoup restreint mon temps de travail pour présenter des présentations. Donc, éviter la dérive de scope, là, ça c'est les limites. Fait que, il va, lui, de base, interdire explicitement les extras. Okay? C'est que maintenant, il va moins dire à la fin est-ce que vous vouliez ci ou est-ce que vous voulez ça ou il va moins le faire. Il va moins aussi partir dans des dérives puis aller plus loin que le sujet qui est demandé. Ça, c'est définitif. Un petit exemple de ça. Si vous demandez, là, c'est de la programmation, là, mais si vous demandez un formulaire de login là, pour un site web, là, vous dites faites-moi le code de ça. Je veux qu'il y ait un courriel, un mot de passe, un bouton envoyer. Il ne va pas faire plus que ça. Par le passé, c'est une des raisons pourquoi que la version 5.2 est très bonne en code. Là.
c'est que par le passé, il rajoutait des features, il rajoutait des affaires, il rajoutait des concepts de responsive, de trucs de programmation plus avancés qu'on n'avait pas besoin. Là, on a dit, fais-moi un formulaire de guide, on aurait pu spécifier HTML, là, puis il va le faire juste de base. J'ai fait des tests de ça, puis c'est vrai qu'il est beaucoup plus efficace, là, et ça coûte moins cher en paquet. C'est vraiment ça un peu l'idée. Bon, gérer les longs documents, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des longs documents dans ChatGPT, mais c'est pas l'idéal. OK? C'est pas. Oui, son scope puis ses limites sont améliorées dans la version 5.2, mais il y a encore de la difficulté à créer un grand document. C'est que si vous me dites, fais-moi un document de 50 pages ou de 100 pages, il va y avoir de la difficulté. Donc, moi, ce que je vous dis, puis ça, c'est des recommandations, mais c'est déjà quelque chose que je faisais par le passé. Vous demandez, fais-moi un plan rapide, puis fais-moi un ancrage par section. Dans le fond, là, plan rapide, puis définis-moi les sections, puis on va travailler avec ça. Bon. Ça, c'est la première étape que je fais dans tous mes documents de résumé, de trucs comme ça. Un petit exemple, mettons, dans la section terme, parler du préavis de 30 jours, pénalité de 2 mois, puis là, il va aller travailler sur ça. Dans le fond, vous faites votre plan rapide, puis après ça, quand vous travaillez, bien, vous travaillez par section. Vous n'allez pas travailler sur tout le document. Vous allez travailler par section. Vous allez dire, dans cette section-là, vous faites ça. Dans cette section-là, vous faites ça. Ça va être définitivement plus rapide et plus précis. Là. Il va être plus efficace. Définitivement. Bon. Ambiguïté, ne pas deviner. Par le passé, quand il y avait de l'ambiguïté, il essayait de trouver et il essayait de répondre. OK? Là, maintenant, il est entraîné à ne pas faire ça. Donc, il va dans son modèle, dans son entraînement, il va poser des questions quand il y a de l'incertitude. Okay? Si vous avez utilisé la recherche avancée de ChatGPT, celle qui coûte assez cher, là, dans le fond, là, ben, il va vous poser des questions pour ne pas partir sur 30 minutes de recherche puis aller dans la mauvaise direction. Mais maintenant, il va faire ça par défaut. OK? Un petit exemple. Vous parlez de budget, vous dites, hey, fais-moi un budget. Ben là, il va vous dire, est-ce que tu veux un budget mensuel ou annuel? Il va vous poser la question. Ou il va vous faire une hypothèse 1 ou hypothèse 2. Oh, là, il va essayer de clarifier. Ça, c'est dans son modèle de aussitôt qu'il y a une ambiguïté, il va poser des questions. Ça, c'est bien correct parce que ça évite, encore une fois, lui, de poser la question, ça évite que vous refassiez un prompt. Ça sauve de l'argent aussi à ChatGPT. Bon. Compression du contexte, je vous explique un petit peu ça. OK? Il va réduire l'historique sans perdre l'essentiel du texte. Là, je vais vous donner un petit exemple de ça, OK? Si vous dites une réunion de 6 heures, il va y avoir des décisions, des actions plus des risques. Bon, là, vous comprenez que ce n'est pas une phrase complète, mais il va comprendre ce contexte-là, OK? Donc, il va être capable de faire du sens pareil avec ce genre de choses. Je sais que c'est un petit peu contre-intuitif de ce que je vous ai dit de donner le plus de détails possible avant, mais si ça fait du sens pour lui, ce que vous venez d'écrire, ben c'est mieux pour sa compréhension de la demande que d'être très verbeux. On comprend, là, mais dans le fond, le contexte, lui, il l'a réduit. Bon. Maintenant, là, je vous fais une petite parenthèse dans la présentation, mais je voulais quand même vous présenter ça. J'ai trouvé une image sur Internet qui résume comment on devrait faire des prompts dans GPT 5.2. Là, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'écrire autant de texte que ça. Okay? Quand vous faites un prompt, c'est juste un exemple. Là, je l'ai retraduit, mais c'est une image que j'ai trouvée sur le site d'OpenAI, puis je trouvais ça intéressant de vous la partager. Dans le fond, on devrait recouper nos prompts en répondant à ces 7 questions-là. C'est qui? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la demande, votre demande? Un peu. Ça va un petit peu avec l'objectif, mais ça précise un petit peu. C'est quoi les contraintes non négociables? C'est quoi le processus? C'est quoi le format de sortie? Et surtout, je l'ai mis en rouge, chose que moi, personnellement, j'ai toujours oublié. C'est quoi la condition d'arrêt pour qu'on dise là, la réponse est terminée, puis c'est fini. Sinon, il va soit la clarifier, je vous l'avais dit, ou il va arrêter dès que possible. Des fois, vous voulez aller plus loin là, que le dès que possible. Donc, ça, c'est toutes des choses à définir. Je vais vous donner des petits exemples. Okay? On va y aller rapidement, là. Mais pour le rôle, okay,
agit comme un guide de randonnée et planificateur de voyage. Expert. Donc, quand vous spécifiez un rôle, il va se mettre dans ce rôle-là. Puis ça, là, c'est super important. Moi, quand je donne la formation, même depuis ChatGPT 4, là, je l'explique tout le temps. J'ai une petite recette qui s'appelle le RCT, qui est le rôle, le contexte et la tâche. Okay? Si de base, vous répondez à ça, vous répondez à 80% d'un prompt sous ChatGPT 5.2. Mais là, ils ont défini des points qui rajoutent encore à ça et qui font que là, on peut avoir vraiment des réponses intéressantes. Objectif, recommander 3 randonnées variées de longueur moyenne. Bon, comprenez un peu l'idée. Puis la demande d'utilisateur, c'est trouver les 3 meilleures randonnées, sous-estimées, situées à moins de 2 heures de route de San Francisco. On s'entend que si vous planifiez un voyage, puis vous utilisez ces prompts-là, ça va vous donner des bonnes ressources. Plus que si vous dites, trouve-moi 3 endroits intéressants à Tokyo. Comprenez un peu l'idée. Bon, les contraintes non négociables, on pourrait dire 30 temps de trajet, moins de 2 heures, point de départ supposé centre-ville de San Francisco. C'est que vous donnez vos contraintes. Ça aussi, ça ne veut pas dire qu'il va les respecter à 100%, mais de base, il est assez bon pour les respecter. Ensuite, le processus. Je vais vous expliquer un petit peu les étapes qu'il doit faire parce que il va en faire une. Okay? Surtout si vous utilisez le 5.2 Thinking, là, qui est en mode de réflexion, il va le faire, mais là, de le spécifier, comme ça force son raisonnement. Donc, liste un court plan d'exécution, 3-7 puces que tu suivras, fais un remue-ménage de 8 à 12 randonnées. Bon. Donc, là, ça explique comment il doit penser. Parce que, je vous le répète, là, une intelligence artificielle générative, là, ça génère du texte, ça ne réfléchit pas. Mais si on trompe sa réflexion en lui donnant des données qui sont statistiquement viables pour faire la requête, bien là, lui, il va comme un peu simuler la réflexion. Vous comprenez un petit peu l'idée derrière ça. Bon. Après ça, spécifier le format de sortie. Fais-moi un tableau Markdown avec les colonnes suivantes. Là, on spécifie les colonnes. Ça va vous sortir ce format-là. Essayer les formats de sortie, c'est assez impressionnant. On n'est pas obligé d'avoir juste le texte. Vous pourriez avoir un. Regardez, moi, j'ai demandé de me faire un PowerPoint. Il l'a fait. Il l'a fait. Après ça, je l'ai rendu un peu plus beau, puis j'ai amélioré un petit peu l'apparence, les animations et tout. Mais à la base, j'ai fait une très bonne job. Bon, puis là, la condition d'arrêt, c'est la tâche est complète uniquement lorsque tu fournis exactement 3 randonnées valides qui respectent toutes les contraintes dans le format de tableau avec une section finale. Auto-vérification confirmant la conformité à chaque contrainte. Ça, c'est juste pour un petit peu les donner un petit coup de fouet. Mais après ça, ils ont ajouté, là, prends une grande respiration et travaille sur ce problème étape par étape. J'ai aucune idée pourquoi ils ont rajouté ça. Je vous l'ai mis dans la présentation. Il y a peut-être des raisons techniques. Je ne sais pas. Là, peut-être qu'il y a dû donner textuellement une condition humaine. Ça l'aide. Je ne sais pas. Mais bon. Maintenant, que je vous ai expliqué les prompts, gardez ça en tête, OK? Bon. Là, je vais aller un petit peu dans du détail un petit peu plus informatique, là, mais je vais en parler pareil parce que je trouve ça important, OK? Si vous faites de l'extraction structurée ou l'extraction de données, si vous utilisez des fichiers CSV, des fichiers Excel, que vous voulez avoir des statistiques à partir d'un document ou quoi que ce soit, OK, il faut fournir le schéma. OK? Il ne va pas inventer une structure, il ne va pas inventer que la colonne 1, c'est ça, la colonne 2, c'est ça, la colonne 3, c'est ça. Bon. C'est sûr que si votre fichier de base Excel, il y a les titres de colonne, il va être capable de les lire. Mais s'ils ne sont pas là, il faut les spécifier. Okay? C'est que le schéma est obligatoire. Il ne va pas aussi inventer des données. Un petit exemple en JSON, si vous n'avez pas parlé de juridiction, que vous dites fais-moi un tableau qui sort toutes les juridictions qui sont non confirmées, ben, ils ne seront pas capables de le faire. Donc, il faut vraiment avoir une colonne d'information qui dit juridiction nulle dans vos données. Ça, c'est un petit peu plus avancé, là, mais je vais vous en parler un peu. Bon, la recherche sur le web, ça, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus avec ChatGPT. J'ai un petit faible pour Perplexity, là, qui est comme un concurrent, mais bon, je l'ai essayé, c'est vraiment cool. Mais pour la recherche pour le web, OK, il faut avoir des règles explicites dès le départ. Vous donnez des petits exemples, là, OK? Vous lui demandez
trouve-moi 5 sources. Mettons, vous dites, on fait un voyage à Tokyo, j'aimerais avoir les endroits les plus intéressants. Donne-moi 5 sources, compare les endroits et s'il y a des contradictions, résous-les. OK? Fait que si, mettons, il y a un endroit qui ne cadre pas avec un autre endroit, ben, il va essayer de le régler. Ça, c'est des petites règles. C'est sûr que vous pouvez utiliser là, les règles de prompt que je vous ai dit aussi, là, mais vous spécifiez des recherches sur le web. Mais ça, là, c'est super important pour avoir des recherches qui sont les plus abouties possibles. Parce que lui, il va aller lire les contenus web et il va extraire les contenus, puis il va voir si ça a du sens avec la demande, il va comparer, il va résoudre des contradictions, puis après ça, il va vous les former. Donc, ça peut être un outil très, très intéressant pour de la recherche web. Bon, petite conclusion et verdict final de tout ça, OK? Je trouve ça passionnant que ChatGPT évolue, continue d'évoluer. Je trouve que la compétition est saine entre ça c'est Gemini 3, ChatGPT, Claude, qu'il n'y ait pas un seul LLM, puis qu'il y ait de l'innovation, puis qu'il y ait de la réflexion. Je pense que ça va dans une bonne direction. Les gens sont un peu critiques. Ils disent que ChatGPT a perdu un peu de son humanité. Moi, c'est philosophique, mais moi, je me sers de ChatGPT comme un outil qui m'aide à faire des tâches. Je ne m'en sers pas comme un petit ou je ne m'en sers pas comme un ennemi. Sauf que je n'ai pas d'attachement émotionnel là, à ChatGPT, même si je m'en sers beaucoup. Donc, je pense qu'ils vont dans la bonne direction. Ça va éliminer peut-être tous les cas de crime, de suicide, tous les trucs qu'ils ont eu, là, je pense que ça va dans la bonne direction. Dans le petit verdict final, à faire des prompts encadrés, on parle du format, du scope, les schémas, les hypothèses, bref, tout ce que j'ai expliqué là, il faut que vous soyez le plus précis possible. OK? Et inviter des prompt bags, surtout en code, si vous faites du développement, si vous faites de l'extraction de données, comme j'ai montré, là, il ne va pas inventer. Il va dire, regarde, des données, je ne comprends pas telle chose, puis il est de plus en plus capable de dire, je ne comprends pas, puis de clarifier. Bon. Puis tout ce qui est du domaine juridique et finance, c'est intéressant. Moi, j'ai eu des bons exemples, mais il faut rester critique, puis il ne faut pas avoir des prompt bags, il faut vraiment spécifier dans le cadre de la juridiction québécoise avec le Code civil québécois. Bon, peux-tu me donner des informations à propos de mon conjoint? Ben, c'est ça qu'il va faire. Donc ça, c'est de mieux l'encadrer. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vais dépasser un petit peu 15 minutes que je voulais aller, mais les règles de prompt, ils m'ont gommé un petit peu de ça. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bonne découverte. Salut tout le monde.